Bonjour, je me présente, Didier Simon. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, dans un service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Je fais depuis de nombreuses années des conférences, à la fois aux conférences Raphaël et aussi aux conférences Khalifa, dans cette spécialité ORL que j'exerce depuis 1994. Donc j'ai passé l'internat, parce qu'à l'époque ça s'appelait l'internat, il y a de nombreuses années. Et ça me permet d'essayer de vous donner mon expérience dans cette spécialité pour vous donner le maximum d'informations pour que vous réussissiez vos dossiers pour le CN. Nous aurons 4 dossiers. Le premier dossier que je vais vous présenter, c'est sur l'item vertige. Donc l'énoncé du dossier, il s'agit d'un patient de 51 ans qui est adressé par son médecin traitant avec un courrier, puisque vous savez que maintenant les patients consultent avec un courrier de leur médecin traitant. Et sur ce courrier, il est juste stipulé que la patiente a un vertige d'origine périphérique. Et la première question que je vous pose dans ce dossier, c'est quels sont les critères qui peuvent confirmer le caractère périphérique d'un syndrome vestibulaire? Alors, les critères d'un syndrome vestibulaire périphérique, c'est la question la plus importante qu'on vous pose dans un dossier sur les vertiges, c'est essayer de savoir, pour différencier, qu'est-ce qui va être en critère pour un syndrome vestibulaire périphérique et qu'est-ce qui va être pour un critère de syndrome vestibulaire central. C'est vraiment la notion la plus importante pour vous à savoir sur un dossier, sur un vertige. Donc, qu'est-ce qui va être en facteur d'un syndrome vestibulaire périphérique? Le premier critère qui est primordial, c'est quand on interroge le patient, il faut que le patient vous décrive ce qu'on appelle un vrai vertige rotatoire. Donc il faut lui demander, puisque les patients, quand on leur demande s'ils ont des vertiges, ils vont toujours vous répondre « oui, j'ai des vertiges ». Mais pour un patient, un vertige, ça peut être juste une sensation d'instabilité, une perte de connaissance, une sensation de malaise, donc plein de diagnostics différentiels de quelque chose qu'il aura appelé vertige. Mais pour nous, au niveau ORL, quand on parle de syndrome vestibulaire périphérique, il faut que le patient vous décrive un vrai vertige rotatoire. Rotatoire, c'est quand vous allez lui demander, il faut que vous lui disiez, est-ce que vous avez l'impression que les objets tournent ou que la personne elle-même tourne dans sa pièce. Donc ça, c'est un critère très très important et on le différencie très facilement des gens qui vont répondre, non, ce n'est pas un vrai vertige rotatoire, c'est plus des sensations d'instabilité, sensations de déséquilibre, l'impression d'être dans un bateau, l'impression d'être ivre. Donc ça, c'est très différent, les sensations vertigineuses, qui, elles, seront plutôt pour un critère central. Donc vous avez déjà le premier critère qui différencie un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central. De la même façon, il faut spécifier que dans un syndrome vestibulaire périphérique, il existe toujours un syndrome postural harmonieux. Harmonieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on le verra probablement dans les questions suivantes, qu'il y a des déviations posturales dans un certain sens qu'on va décrire tout à l'heure. Et puis, le critère aussi qui est très important, c'est le nystagmus, l'existence d'un nystagmus. Je rappelle ces petites déviations du globe oculaire. Et le nystagmus, dans un syndrome vestibulaire périphérique, parfois c'est toujours un petit peu compliqué parfois pour vous pour le retenir. Pourtant, c'est assez simple. Il faut que vous considériez que dans un vertige d'origine positionnelle, le critère de ce nystagmus, c'est qu'il doit être uni. C'est pour ça que je l'entoure vraiment beaucoup, unidirectionnel. Alors là, parfois, ça vous paraît très compliqué quand on parle d'un nystagmus qui est unidirectionnel. Unidirectionnel, ça veut dire qu'il va dans un seul sens. Et on le différencie, là encore, très très bien d'un vertige dans un syndrome vestibulaire central, où le nystagmus n'est plus unidirectionnel, mais il est multidirectionnel. Multidirectionnel, ça veut dire qu'il va battre dans tous les sens du globe oculaire, alors que dans un nystagmus unidirectionnel, c'est dans un seul sens. Donc c'est très facile à le différencier. Et le dernier petit critère du nystagmus, également, c'est qu'il est horizonto-rotatoire. Horizonto-rotatoire, c'est un petit mouvement du globe oculaire dans le sens horizontal et qui tourne un petit peu. Donc là encore, c'est un bon critère de syndrome vestibulaire périphérique pour le nystagmus. Nous avons aussi deux derniers critères pour un syndrome vestibulaire périphérique. C'est l'existence
de signes cochléaires associés. Alors quand on parle de signes cochléaires, là encore c'est assez simple pour vous à le retenir. Cochléaire, ça veut dire l'oreille, l'audition. Donc ça veut dire que forcément, si dans l'intitulé du dossier, on vous stipule que le patient a des signes cochléaires, c'est-à-dire quoi? Éventuellement une perte d'audition, la surdité, ou éventuellement des bourdonnements d'oreilles, acouphènes. Vous comprenez bien que comme c'est des critères, des symptômes qui se situent au niveau de l'audition, donc forcément on est périphérique. Donc là encore, s'il y a ces signes cochléaires associés à type de surdité ou d'acouphène, probablement on oriente vers un syndrome vestibulaire périphérique. Et enfin, le dernier critère qui est évident également, c'est clair que si en plus, dans l'énoncé ou quand vous examinez votre patient, l'examen neurologique est normal, là encore, ça va forcément vous orienter vers un syndrome vestibulaire périphérique. Et à l'inverse, bien évidemment, si on vous décrit dans l'examen clinique où le patient a des signes neurologiques, on peut vraiment considérer que ce n'est pas possible que ce soit un syndrome vestibulaire périphérique. Donc vous voyez que là, vous avez tous les critères pour décrire un syndrome vestibulaire périphérique. Alors la deuxième question qu'on vous pose dans ce dossier, c'est comment confirmer lors de votre examen clinique initial qu'il s'agit bien d'un syndrome vestibulaire périphérique. Bon, ça on vient de le voir, mais en fait on vous demande plus précisément comment décrire qu'il s'agit d'un syndrome vestibulaire gauche. Alors là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la réponse à cette question sur le côté de ce syndrome vestibulaire et sur le côté, soit si c'est gauche ou soit si c'est droit. Donc c'est une question qui est importante à essayer de se rappeler. Alors comment le faire? Là aussi, il faut partir sur des exemples simples pour essayer de le retenir. Donc considérer qu'on a deux organes de l'équilibre, un à gauche, un à droite. On va partir du principe, comme c'est dans le dossier, que mon organe de l'équilibre à gauche est complètement et définitivement détruit. Ça va vous permettre de comprendre et de répondre à cette question. Et de faire les deux manœuvres qu'on fait habituellement dans ce syndrome postural. C'est tout d'abord la déviation des index. Donc si mon organe à gauche est détruit, donc forcément mes index vont être du côté gauche, donc c'est bien harmonieux à gauche. Et de la même façon pour le Romberg, si vous me regardez, côté gauche, je bascule à gauche, donc c'est mon organe qui est détruit à gauche, donc il y a bien un syndrome postural harmonieux vers la gauche. En ce qui concerne le côté du nystagmus, là vous avez toujours quelques difficultés pour répondre à cette question, puisqu'en fait par convention, il faut se rappeler en neurologie que quand on décrit le sens d'un nystagmus, on décrit le sens de la secousse rapide, parce que c'est celle qui est la plus facile à voir. Donc paradoxalement, dans un syndrome postural harmonieux gauche, dans un syndrome vestibulaire gauche, la secousse rapide, dans ce sens du nystagmus qui va être horizonto-rotatoire, la secousse rapide, elle va être du côté sain, du côté droit. Mais si on essaye d'expliquer les choses, bien sûr, si on regardait la secousse lente, elle serait bien également du côté gauche, donc tout serait à gauche, donc on est bien dans quelque chose qui est complètement harmonieux. Donc le sens du nystagmus, comme vous allez le voir sur la vidéo, vous allez voir que le mouvement du globe oculaire, voilà, on le voit très très bien, la secousse rapide, du côté droit, donc c'est bien horizonto-rotatoire, du côté droit, donc la secousse rapide du côté droit, du côté sain, donc on est bien dans un syndrome postural harmonieux gauche, dans le cadre d'un syndrome vestibulaire gauche. Donc grâce à cette vidéo, grâce à ce que je viens de vous expliquer sur moi-même, vous comprenez le sens des choses quand on a un syndrome vestibulaire à droite ou à gauche. On regarde les déviations des index, le Romberg et le sens de la secousse rapide du nystagmus. Après, une question plus pratique, dans votre énoncé, je vous pose la question, doit-on chez cette patiente se plaignant de vertige pratiquer une otoscopie? Pourquoi? Donc là, quand on vous pose ce genre de questions, bien sûr, vous devez répondre oui ou non, ça c'est clair. Donc dans la réponse à cette question, il faut répondre bien sûr à l'évidence oui. Est-ce qu'on fait une otoscopie? De toute façon, considérez qu'en général, quand même, quand on fait un examen clinique ORL, même sur quelqu'un qui a un problème de vertige, bien sûr, l'autoscopie est systématique. Tout examen ORL complet il doit y avoir une otoscopie dans l'examen ORL, notamment au cours d'une pathologie vestibulaire, puisque l'examen du tympan peut vous donner une étiologie, une origine à un problème d'équilibre, un problème de vertige. On va rechercher quoi? Donc ça, c'est la deuxième partie de la question, c'est pourquoi on doit faire une otoscopie systématique au cours sur un dossier d'un patient qui se plaint d'un problème d'équilibre. Bien sûr, on examine au cours d'une otoscopie le tympan.
puisque parfois on peut avoir une perforation du tympan. Et qui dit perforation du tympan avec un problème d'équilibre, bah peut-être qu'il y a au niveau de l'oreille moyenne un souci, une perforation du tympan avec une petite luxation au niveau des osselets. Il peut y avoir une petite fistule avec du liquide qui sort, qui va entraîner des vertiges. Donc c'est obligatoire de faire une otoscopie quand on a un problème d'équilibre. On peut avoir aussi une autre étiologie. Vous savez bien que quand on a une otite moyenne aiguë, une des complications de l'otite moyenne aiguë, c'est que l'infection diffuse vers l'organe de l'équilibre. Là aussi, c'est assez facile à se comprendre quand on se rappelle l'anatomie de l'oreille moyenne, puis de l'oreille interne. Bah, effectivement, si l'infection diffuse vers l'oreille interne, on peut avoir à l'examen du tympan un tympan d'aspect d'otite moyenne aiguë. Et là, vous pourrez avoir une orientation étiologique puisque en cas d'otite moyenne aiguë, on peut avoir une labyrinthite aiguë, donc une infection de l'organe de l'équilibre par extension locale de l'infection. Donc regardez bien sûr les tympans au cours de chez quelqu'un qui a un problème de vertige, forcément ça peut vous orienter au niveau de l'étiologie. Donc c'est une question obligatoire à répondre. Oui, l'autoscopie est systématique chez tout patient qui a un problème d'équilibre. Après, je vous demande, toujours dans ce dossier, sur ces problèmes de vertige, comment éliminer un vertige paroxystique positionnel bénin lors de l'examen clinique. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, voilà ce que c'est que la manœuvre de déclenchement. Hop, vous avez vu, le patient est au milieu de son lit d'examen, on le bascule très violemment sur le côté, et vous voyez que après, quand on a la caméra sur les oreilles, en fait, on va faire apparaître un nystagmus. Regardez ce mouvement-là, il est vraiment évident, même quand vous n'avez jamais vu un nystagmus, c'est vraiment super de voir cette vidéo. Vous voyez, regardez le mouvement de ce nystagmus qu'on a déclenché. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la réponse à cette question. Ce qu'on fait, c'est une manœuvre de déclenchement, ça s'appelle la manœuvre de Dix-Alpike, c'est monsieur Dix-Alpike qui a décrit cette manœuvre. Donc vous avez vu comment ça se passe, le patient a la caméra sur les yeux, il est assis sur un divan d'examen, et on le bascule très violemment du côté où il décrit ce vertige. Donc ça vous permet en même temps, cette question, de réviser ce que c'est que le VPPB, V pour vrai vertige rotatoire, P pour paroxystique parce qu'il dure que quelques secondes, 30 secondes, vous avez vu la durée à peu près du nystagmus. Positionnel, c'est ça qui est très très important parce que c'est lié au positionnement de la tête, et bénin, puisque vous savez en fait que l'évolution est parfaitement bénigne. Donc c'est une entité qui est à connaître et qui est très spécifique et qui est assez presque marrante à se rappeler grâce à cette vidéo. Vous voyez que quand on suspecte un vertige paroxystique positionnel bénin, et bien en fait, pour confirmer le diagnostic, on va faire cette manœuvre, on bascule très violemment la patiente sur son lit d'examen, on déclenche le vertige, c'est un vrai vertige positionnel. Donc à l'inverse, si cette manœuvre est négative, eh ben, on peut éliminer le diagnostic de VPPB. Donc c'est une manœuvre qui est à connaître, puisque comme ça, on va pouvoir aller plus loin dans les diagnostics de vertige. Et aussi également, la particularité de ce vertige, c'est que quand on a une manœuvre de déclenchement, je vous rappelle aussi, toujours dans cette révision, pour un dossier, si vous avez un dossier sur le VPPB, que la question qui pourrait vous être posée, la question suivante, c'est si vous avez un VPPB, comment le traiter? Et bien vous savez que c'est une manœuvre inverse, toujours un peu de marabout, où en fait vous avez vu qu'on basculait d'un côté le patient, et ben pour la question d'après, s'il y avait une question comment le traiter, ben, vous répondez que c'est une manœuvre de libération, et là ce serait la manœuvre inverse, où on bascule complètement le patient de l'autre côté, on lui redéclenche un vertige de l'autre côté pendant quelques secondes, et miraculeusement le patient est guéri. Donc si vous avez un dossier sur le VPPB, n'oubliez pas la manœuvre de déclenchement pour confirmer le diagnostic, et la manœuvre de libération qui va en fait guérir le patient, définitivement. Donc vraiment c'est une entité très spécifique, très sympa, très marrante à connaître, puisque ça vous pourra vous rendre service dans vos dossiers. Alors, quand on poursuit ce dossier, la question suivante que je vous pose, c'est vous décidez d'hospitaliser la patiente car il s'agit en fait de vrais vertiges invalidants. Quelles sont vos prescriptions en urgence? Donc ça, c'est une question très classique de vertige périphérique.
et de vertiges en général dans ces vertiges très très invalidants. Quand on parle de vrais vertiges invalidants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les patients qui sont sur un lit d'examen, dans leur brancard, penchés sur le côté, qui, dès qu'on les bouge un peu, ils vous crachent, ils vous vomissent dessus dès que vous vous approchez. Donc c'est ça qu'on appelle un vrai vertige invalidant. Le patient ne peut pas tenir debout, il est en train de vomir, il a des nausées. C'est une décision d'hospitalisation pour traiter au niveau symptomatique. C'est ça en fait qu'il faut se rappeler, le traitement est symptomatique. Voilà, je vous l'ai mis en gros ici. Quand vous hospitalisez le patient, évidemment, on va le traiter dans les veines. Donc, n'oubliez pas de poser une voie veineuse périphérique. Le traitement donc est symptomatique. Symptomatique, ça veut dire quoi? Le patient, il a des vertiges. Alors, c'est très simple. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous ne prenez pas la tête. C'est des antivertigineux en intraveineux. Le seul antivertigineux qui existe et qui fonctionne, ça s'appelle le Tanganil. Donc, vous prescrivez Tanganil, une ampoule IV 3 fois par jour. Et là, pareil, le patient, il a des vertiges, on vient de le voir. Il a en plus des nausées, des vomissements. Et bien hop, pareil, symptomatique, antiémétique. Par exemple, du Primpéran, toujours en IV bien sûr. Et là encore, c'est pareil, une ampoule 3 fois par jour. Donc c'est vraiment un traitement symptomatique. Ces patients qui sont aussi un petit peu angoissés, un petit peu stressés, vous pouvez les détendre avec des anxiolytiques et des sédatifs, toujours dans la même prescription. Et vous n'oubliez pas, dans tous ces patients que vous hospitalisez, vous n'oubliez pas un petit point sur la surveillance qui pourrait vous rapporter aussi des petits points dans un dossier. Donc la surveillance d'un patient qui a des vrais vertiges invalidants en hospitalisation avec un traitement uniquement symptomatique. Alors, quels sont les éléments qui vont vous permettre de différencier une névrite vestibulaire d'une crise de maladie de Ménière? Donc vous voyez que là, c'est vraiment un dossier où on vous fait réviser tous les problèmes de vertige périphérique. Vous voyez que c'est pour ça que c'est un dossier long, un dossier où on vous pose plein de questions, et notamment dans les étiologies des vrais vertiges rotatoires périphériques, il faut savoir différencier un patient qui a une maladie de Ménière d'un patient qui a une névrite vestibulaire. Donc pour une maladie de Ménière, le point très important, c'est que vous aurez toujours une triade qui associe bien sûr vertige, ça c'est le dossier, on est d'accord, donc ça je vous le remarque, mais c'est évident. C'est vertige plus quoi? Deux choses, donc ça fera 3 avec vertige, c'est vertige plus acouphène plus hypoacousie. Donc c'est la seule entité pour vous dans un dossier, s'il y a ces 3 choses, vertige, acouphène, hypoacousie, c'est qu'on veut vous orienter vers une maladie de Ménière. Et en plus, dans l'énoncé du dossier, forcément, on vous décrira que c'est une maladie qui évolue par crise. Les crises, les fameuses crises de maladie de Ménière. Même si c'est une maladie qui n'est pas forcément très fréquente, en tout cas, elle évolue toujours pour vous par crise dans un dossier. C'est-à-dire que dans l'énoncé du dossier, on vous marquera forcément que la patiente ou le patient, ça sera d'ailleurs plutôt une patiente dans une maladie de Ménière. C'est un profil psychologique toujours un petit peu particulier. Donc tout ça, ça vous sera indiqué dans l'énoncé du dossier. Ça sera probablement une femme jeune, qui a déjà eu des épisodes identiques de vertige, de crise de vertige, et qui aura toujours vertige, acouphène, hypoacousie. Et toujours dans cette entité, un point important, c'est que c'est une maladie qui évolue sur le mode chronique, c'est-à-dire sur vraiment de nombreuses années. Donc ça, c'est très facile à différencier d'une névrite vestibulaire, où, comme on l'a vu précédemment, la maladie de Ménière, c'est une maladie chronique avec plusieurs épisodes de crise de maladie de Ménière. La névrite vestibulaire, elle aussi, dans son entité, par définition, là par contre, c'est ponctuel. Donc c'est pas du tout une maladie par crise, c'est-à-dire que dans l'énoncé du dossier, on vous dira, c'est le premier épisode de vertige. Il n'y a jamais eu d'autre crise de vertige. Et comment on le différencie également de la crise de maladie de Ménière, c'est que là, il n'y a pas d'acouphène, il n'y a pas d'hypoacousie, il n'y a pas de signe cochléaire. C'est uniquement des vrais vertiges isolés d'apparition brutale. Et toujours pour le différencier de la crise de maladie de Ménière, c'est la question qu'on vous pose, la question 6. Là, l'évolution, alors que dans la maladie de Ménière, l'évolution est plutôt sur un mode chronique, ça ne marche pas très très bien, il y a un profil psychologique un peu particulier. Là, en fait, l'évolution, elle est plus souvent favorable, notamment par de la kinésithérapie vestibulaire avec une restitution de l'équilibre au bout d'environ 3 à 4 semaines. Donc vous voyez que c'est un accident ponctuel, on le guérit par compensation par l'autre équilibre, par l'autre organe de l'équipe qui va faire le travail en fait des deux. Et donc avec le temps, globalement, on aura une évolution tout à fait favorable à ce problème de vertige.
Donc c'est très facile à différencier une maladie de Ménière et une névrite vestibulaire dans un dossier. Alors en question 7, je vous demande, en fait, on vous dit, la patiente, elle ne veut pas être hospitalisée, elle veut en discuter avec son ostéopathe qui la suit depuis plusieurs mois pour une arthrose cervicale. Intrigué par ce nouvel élément, vous apprenez en la réinterrogeant qu'elle a bénéficié d'une séance d'ostéopathie la veille et que les vertiges sont apparus immédiatement après cette séance. Voyons, ça nous donne des choses un peu bizarres tout ça. Alors, question, quel diagnostic suspectez-vous? Par quel mécanisme le plus probable? Que recherchez-vous lors de vos nouveaux examens cliniques? Donc effectivement, vous pouvez être intrigué par ce nouvel élément dans votre interrogatoire. Quel diagnostic peut-on suspecter? Alors, il faut bien sûr évoquer un syndrome de Wallenberg. Alors, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, on est dans un dossier d'ORL et on a un problème neurologique. Eh bien oui, c'est ce que je veux que vous pensiez à ça. C'est qu'on peut particulièrement maintenant, dans ces longs dossiers qu'on fait maintenant pour votre examen, ces longs dossiers avec souvent des questions transversales, et ben effectivement, au départ, on va vous faire un dossier avec plein de petites questions sur l'ORL, et puis à la fin d'un dossier, on peut parfaitement associer avec des petites questions sur un problème neurologique. Et là, vous voyez que le patient a eu une séance d'ostéopathie, donc vous, ça doit faire tilt dans votre tête, une manipulation qui peut être un petit peu traumatique. Et s'il y a l'apparition brutale ou assez rapide après une séance d'ostéopathie, par exemple, ou un autre traumatisme de la région du rachis cervical, on peut parfaitement avoir des problèmes de vertige, mais que là, qui ne seront plus du tout dans un contexte périphérique, mais avec plein de petites choses qu'on va voir comme signe. Le mécanisme qu'on suspecte, c'est probablement une dissection de l'artère vertébrale. Donc ça, il faut que ça soit vraiment des choses que vous connaissez à connaître. Et le mécanisme de cette dissection de l'artère vertébrale, comme on vient de vous le dire, c'est probablement traumatique à cause de cette manipulation cervicale qui parfois peut être un petit peu violente dans ces séances d'ostéopathie. Et il faut savoir avoir cette notion. C'est des choses très habituelles et il faut s'en méfier parce que là, on n'est plus du tout dans ces problèmes de pathologie périphérique un peu embêtante au niveau des symptômes, mais au niveau du traitement, là, c'est vraiment une urgence. On n'est plus, c'est grave. Hein, donc, il faut savoir ça parfaitement. Et comment on va mettre en évidence tout ça? Donc ça, je vous demande de connaître parfaitement. Alors c'est de la neuro, je vous en parle un petit peu. Hein, c'est pas ma spécialité, mais bon, comme c'est parfois des spécialités qui sont assez proches, notamment dans ces problèmes de vertige. Et je vous rappelle que c'est ça le principal message des items sur les vertiges, c'est savoir différencier le périphérique du central. Là, c'est un exemple vraiment frappant. On peut avoir donc un syndrome neurologique avec des vertiges au départ, mais ces vertiges vont être associés de quoi comme signe? Eh ben, des céphalées postérieures, très fréquentes. Bien sûr, l'existence d'un syndrome de Claude Bernard Horner. On révise, hop, Claude Bernard Horner, qu'est-ce que c'est? Vite, vite, vite. Bien sûr, ptosis, myosis et pneumophthalmie, les trois signes cliniques du syndrome de Claude Bernard Horner. Et puis, on a aussi, ce qui est assez aussi dans l'examen clinique à rechercher, un syndrome thermoalgique de l'hémicorps controlatéral, alors que le syndrome de Claude Bernard Horner est homolatéral à la lésion. Et enfin, en interrogeant le patient, il faut lui demander s'il a des troubles de la déglutition qui sont apparus, une dysphonie, avec à l'examen clinique les signes qui vont avec, c'est-à-dire une paralysie de l'hémivoile, une paralysie de l'hémipharynx et éventuellement une paralysie de la corde vocale, tout ça également homolatéral à la lésion. Donc vous voyez que c'est des signes cliniques à rechercher. Ça vous permet de revoir l'examen neurologique qui doit être systématique au cours d'un dossier sur les vertiges. Voilà, donc on clôture ce dossier par une conclusion sur des petites choses très simples à se rappeler et à savoir, surtout bien sûr, dans l'item vertige. Donc la conclusion, c'est je vous demande vraiment de savoir différencier vraiment toujours un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central. C'est vraiment la chose la plus importante quand vous révisez l'item vertige. C'est ça qu'on vous demandera de savoir. Donc je ne reviens pas sur les critères, on les a vus au début du dossier. En plus, je vous rappelle que pour l'orientation diagnostique d'un vertige, pour vous aider, c'est surtout la durée du vertige qui va vous orienter dans l'étiologie du vertige, avec toujours cette petite classification très simple que moi je vous demande de vous rappeler. Et en plus, quand vous avez fait ce dossier avec moi, vous avez maintenant les critères pour pouvoir différencier tous les types de vertiges. Et reprenez donc la durée du vertige pour ne pas oublier,
et pour vraiment que ça soit clair dans votre esprit, vous partez toujours de la notion de vrai vertige rotatoire, donc toujours l'interrogatoire, dans ces problèmes périphériques, pour avoir votre classification très simple dans votre esprit. Soit le vertige dure plusieurs heures. Et là, on a vu, il y a 3 dossiers possibles, 3 diagnostics possibles. L'anévrite vestibulaire, on l'a vu, la maladie de Ménière, et on a vu comment la différencier. Là, il y a la triade, c'est un accident ponctuel dans l'anévrite, donc ça, c'est très facile à différencier. Et quel est le dernier dossier qu'on peut avoir complet sur quand on a un vrai vertige rotatoire qui va durer plusieurs heures? Eh bien, c'est, on l'a vu, le syndrome de Wallenberg. Donc on l'a vu dans le dossier. Comment on différencie le syndrome de Wallenberg des 2 précédents? Très simple, le problème neuro. L'examen neuro, il sera toujours perturbé dans le Wallenberg, jamais dans l'anévrite vestibulaire, dans la maladie de Ménière. Donc très simple à différencier vos 3 dossiers pour votre examen. Après, toujours si on part sur la durée du vertige, deuxième classification, c'est ceux qui vont plus durer plusieurs heures, mais seulement quelques minutes, voire bon, on va dire 30 secondes à 1 minute. Et là, on l'a vu dans le dossier, c'est quoi? C'est le VPPB, seul diagnostic possible. Et je ne vous rappelle pas les initiales. Vrai vertige rotatoire, paroxystique pour la durée. Positionnel, c'est toujours lié à la position de la tête, ça sera dit dans l'énoncé. Bénin, l'évolution est parfaitement bénigne. Et enfin, la troisième entité, dans votre classification, pour les derniers types de dossiers, c'est là, on ne vous parlera plus de vrai vertige rotatoire, mais plutôt de sensations vertigineuses. Sensation d'ébriété, sensation d'être sur un bateau, donc plus du tout les vrais vertiges rotatoires. Et là, on va vous orienter plutôt vers les dossiers aux causes neurologiques, sclérose en plaques, accident vasculaire, tumeur de la fosse postérieure ou tumeur du cerveau. Donc vous voyez qu'avec cette petite classification très très simple sur la durée du vertige et sur le fait de savoir si c'est un vrai vertige rotatoire ou juste des sensations vertigineuses, bah vous avez comme ça dans votre classification tous les types de dossiers quasiment que vous pouvez avoir quand vous avez l'item vertige. Donc vous voyez, retenez ça, ça vous rendra service pour votre examen. Les examens complémentaires, bah, vous avez vu que quand on va orienter vers des problèmes neuro, on va dire central, ça sera probablement des IRM qu'on vous demandera ou qu'on vous mettra en iconographie. Franchement, pour les problèmes ORL, on va pas, problème ORL de vertige, hein, on ne va pas vous embêter trop avec les examens complémentaires. Sachez juste le mot épreuve vestibulaire, épreuve calorique. C'est là où on vous met de l'eau froide et de l'eau chaude dans les oreilles. Mais globalement, c'est un peu spécialisé, je ne pense pas qu'on vous le demandera. Et enfin, les 2 dernières choses primordiales, sachez le traitement de la crise de vertige, toujours le même. Et c'est symptomatique, retenez, symptomatique en hospitalisation intraveineux. Donc ça, on n'y revient pas, c'est bon. Et dernière chose, je réinsiste, je radote, mais c'est vraiment pour vous, je le souligne et le ressouligne, vraiment pour vous, n'oubliez pas l'examen neurologique chez tout patient pour un dossier qui vient pour un problème de vertige, puisque ça vous permettra de différencier ces problèmes de vertige d'origine périphérique ou d'origine centrale. Voilà, donc je vous rappelle, les items à aborder, item 340 TAC, vertige avec le traitement.